Le voyage en Limousin donne à celui qui se présente dans une épître en date de 1657 comme un homme de Champagne et qui s'est progressivement acclimaté à la société parisienne, l'occasion d'étendre son domaine d'exploration et d'observation. Au cours de quelques jours d'août et septembre 1663, il parcourt successivement la Beauce, la Sologne, la Touraine, le Poitou et le Limousin. Des tâches accomplies dans le cadre de la maîtrise triennale des eaux et forêts, il a probablement fait provision de lumière, de parfums et de poésie, selon la belle formule de Louis Roche, dans une fameuse page de sa vie de Jean de La Fontaine, un ouvrage publié en 1913. De ce voyage, à travers les diverses contrées du royaume, où il a pu remarquer des jardins et des bois, des villages et des châteaux, des fleuves et des ponts, des plaines et des collines, il a dû tirer une nouvelle provision, au moins égale en nombre et en valeur à la précédente. C'est à cette conclusion que parvient Jean-Pierre Collinet au terme de son enquête dans le monde littéraire de La Fontaine, en accordant à cette modeste correspondance un intérêt rétrospectif. Cette dernière formule est de Jean-Pierre Collinet. Je cite la dernière page du livre de Jean-Pierre Collinet, publié en 1970. La Fontaine ne devient lui-même que dans le voyage en Limousin. En quelques semaines, il emmagasine une ample provision de choses vues et d'impressions. Car le voyage est pour la thématique avec Psyché, quoique d'une façon très différente, le seul point d'où l'on domine à la fois des versants entre lesquels son inspiration va désormais se partager. C'est là qu'on saisit à plein quelle parenté profonde unit l'inspiration des contes à celle des fables, sous les oppositions superficielles des deux genres. Surtout La Fontaine, ici, commence à créer ses propres mythes qu'on surprend à l'état naissant. Aussi, pour l'étude du travail créateur, la relation présente-t-elle une importance capitale, plus décisive même en profondeur que celle des premiers contes et des premières fables. Cet ensemble va se scinder ensuite et se disséminer dans les trois recueils de 1665, 1666 et 1668, qui aboutissent eux-mêmes à de nouvelles synthèses. Fin de citation. La relation de voyage de La Fontaine, que Madeleine Defresne considère à la suite de Jean-Pierre Collinet comme, je cite, une chrysalide en pleine métamorphose, constituerait une étape fondamentale dans le long processus de création poétique, car elle aurait offert à ce poète en cours de gestation une occasion d'établir au cours de ses pérégrinations un répertoire de sensations, d'anecdotes et d'images susceptibles d'être exploitées dans les œuvres ultérieures. Ce faisant, La Fontaine compléterait et renouvellerait le répertoire auquel il fait allusion dans l'avertissement placé après coup en tête d'Adonis. Le fond de formules et de figures que le poète avait constitué à partir de la lecture des anciens et des modernes, et, je cite La Fontaine, presque entièrement consumé dans l'embellissement de ce poème, donc Adonis. Témoigne notamment de cette mémoire littéraire élaborée au cours de ces lectures diverses, les vers placés à l'ouverture de ce poème qui rappellent les traits caractéristiques du paysage bucolique tels qu'ils ont été établis par Théocrite et Virgile, notamment la fraîcheur procurée par le feuillage des arbres et l'eau de la rivière, dont on entend l'agréable écoulement, et la douceur d'une végétation accueillante et bienfaisante qui offre une moelleuse étendue pour étendre le corps et délasser l'esprit. Je cite La Fontaine, quelques vers du début du poème d'Adonis. « Je n'ai jamais chanté que l'ombrage des bois, flore, écho, les zéphyrs et leurs molles haleines, le vert tapis des prés et l'argent des fontaines. » Comme bien on doit le penser, il est vain de chercher les référents des paysages élaborés dans l'idylle qui renvoie, bien sûr, au temps mythique de l'âge d'or. Mais ne peut-on pas supposer que l'expérience du voyage, telle qu'elle est rapportée dans cette galanterie, donne une nouvelle fraîcheur et une nouvelle vigueur aux formules et aux figures recueillies dans ce fond par le poète? Fait emblème de cette reviviscence, le réemploi d'une métaphore courante et convenue dans la poésie des XVIe et XVIIe siècles, déjà mobilisée dans Adonis et dans le Songe de Veau et bientôt exploitée dans Psyché, l'image du cristal
susceptible de peindre la surface miroitante et éblouissante de la Loire et de créer ainsi l'illusion d'un redoublement. L'épistolier fait alors accéder au statut d'objet poétique un lieu réel, parfois simplement traversé, superficiellement visité, et l'objet de la perception devient du coup le support d'une nouvelle image, dès lors délivrée de toute matière et réduite à une pure surface. Aussi l'écriture procède-t-elle à une transfiguration des données sensibles de la perception à partir des structures littéraires qui forment ce regard singulier, détenteur d'une histoire et d'une culture. Pour mener un examen des formes et des enjeux du paysage dans les 6 lettres que La Fontaine adresse à son épouse, on retiendra, pour hypothèse, la suggestion de Jacques Chupot qui considère le genre de la relation de voyage comme une école du regard. Le regard que La Fontaine porte sur le monde qui l'entoure et qu'il observe est fondamentalement double, à la fois extérieur et intérieur. La poésie du paysage repose sur le passage d'une rive à une autre. D'un côté, sa mémoire oriente et informe sa perception. De l'autre, sa perception nourrit et soutient sa mémoire. C'est ce processus d'émulation réciproque qui constitue, me semble-t-il, l'un des intérêts principaux de ces lettres et que, pour cette raison, je retiens comme objet d'étude. Jamais la nature sauvage, pourrait-on dire, ne fait l'objet d'une attention de la part du voyageur et d'une description de la part de l'épistolier. C'est la nature cultivée, c'est-à-dire domestiquée ou disciplinée par les hommes au cours de l'histoire, qui attire l'attention de l'un et suscite l'intérêt de l'autre. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler l'évocation des beautés des bords de Loire, je cite, « Coteaux enchantés, belles maisons, beaux parcs et bien plantés, prés verdoyants dont ce pays abonde, vignes et bois, tant de diversité qu'on croit d'abord être en un autre monde. » La campagne environnante est ici perçue comme un vaste jardin. L'énumération de quelques éléments sommairement caractérisés suffit à dessiner les lignes principales du décor bucolique, favorable à la composition des vers qui en font la peinture. Le paysage, alors présenté comme une sorte de paradis terrestre, est moins le produit d'un labeur pénible que l'objet d'un spectacle agréable. La Fontaine relève dans les régions qu'il parcourt les traces indélébiles, donc irréversibles, laissées par les hommes sur les bâtiments qu'ils ont édifiés et dans les champs qu'ils cultivent. D'où son admiration devant la levée qui borde la Loire et qui métamorphose le fleuve réputé impétueux en un canal, le mot est employé 2 fois, je cite, « ouvrage qui a coûté bien du temps à faire et qui en coûte encore beaucoup à entretenir ». D'où son admiration devant les jardins du domaine de Richelieu qui ont supposé l'aplanissement, je cite, « de toute la croupe d'une montagne ». Et je précise que dans la lettre précédente, la 4e lettre, il s'étonnait que Richelieu n'eût pas fait transporter la Loire au pied de cette nouvelle ville. Cette attention portée à la nature cultivée, domestiquée ou disciplinée, on la relève déjà dans le regard que La Fontaine pose dans la première lettre sur le jardin de Clamart, dont il relève l'unité harmonieuse, les lignes de force, les axes de symétrie et le point de fuite, en ajoutant cette remarque. Il a beaucoup d'endroits fort champêtres, et c'est ce que j'aime sur toute chose. La nature ne devient visible pour le voyageur et louable par le poète que dans ce cadre artificiel qui lui sert d'écrin. Le lieu de plaisance et de jouissance dispose alors à ses yeux de tous les éléments nécessaires au séjour des divinités mythologiques, notamment l'ombrage des arbres et le tapis de verdure. Le badinage galant fait alors de ce jardin une Arcadie de fantaisie. En ravivant le souvenir de la présence presque effacée des dieux, cette portion de nature apprêtée accède à un autre ordre, non plus seulement sensible, mais aussi allégorique. De manière plus générale, l'écrivain indique ou suggère à ses lecteurs des parallèles entre les lieux traversés et visités. Entre le locus amoenus que représente l'agréable jardin visité à Clamart et le locus terribilis que représente l'effroyable forêt de Torfou, alors décrite comme le revers négatif de l'écrin cultivé. Et ce parallèle s'établit à l'articulation de la première et de la 2e lettre. Autre parallèle, le pays ennuyeux de la Beauce d'un côté et de l'autre côté le pays, je cite, agréable et divertissant qui s'étend d'Orléans
à Amboise. C'est ce parallèle qui ouvre la troisième lettre. Autre chose, d'un côté, la vue grande, majestueuse, d'une étendue immense que lui offre la situation élevée du château d'Amboise sur la côte, je cite, la plus riante et la mieux diversifiée, et de l'autre côté, la chambre, je cite, murée, étroite place où Fouquet dut passer des jours sans soleil et des nuits sans sommeil. C'est la lettre 4 que je cite ici. Ou encore, entre la diversité du château de Blois, qui présente, je cite, force petites galeries, petites fenêtres, petits balcons, petits ornements, sans régularité et sans ordre, l'ensemble constituant quelque chose de grand qui plaît assez. Et de l'autre côté, bien sûr, la symétrie rigoureuse du château de Richelieu. On sait que La Fontaine avait vu Richelieu au moment où il décrit le château de Blois. Les formulations négatives qui permettent donc de décrire ce dernier laissent deviner en filigrane la présence discrète du contre-modèle. Ce système d'opposition, délicatement établi au fil de la correspondance à partir d'un subtil jeu de comparaison rendu souvent possible par ce décalage temporel entre le voyage et sa relation, dessine une ligne de partage qui indique ses choix et suggère son goût. Les qualités attribuées au lieu s'accordent aux sensations et aux sentiments qu'il suscite et inspire. Aux variations du paysage répondent donc les modulations d'un regard. C'est avec pitié qu'il observe les alentours de la cité d'Étampes, c'est avec déception qu'il s'éloigne des bords de la Loire, c'est avec dégoût qu'il se promène dans les rues désertes de la cité de Richelieu. Le paysage provoque ainsi des sensations diverses. Il doit donc être conçu comme un espace offert à la portée d'un regard et laissé à la disposition d'un corps et d'un esprit. Le paysage est en même temps perçu et investi. Les 6 charmants appâts que le voyageur relève autour de lui sur les bords de Loire émeuvent, je cite, encore l'âme de l'épistolier. Le paysage, qui implique donc une rencontre entre un sujet particulier qui s'objective et un domaine circonscrit qui s'intériorise, constitue une sorte de miroir où se réfléchissent sa sensibilité et sa subjectivité. 2 conditions semblent nécessaires pour constituer un paysage. Une vue à distance, à partir d'un site éventuellement élevé, et une vue d'ensemble, saisie d'un seul coup d'œil. L'évocation de certaines villes suppose un double mouvement, donc, un mouvement d'éloignement du corps et un mouvement d'embrassement par le regard. Ce double mouvement permet de faire en sorte que cette portion de réel observé devienne l'objet d'un spectacle. L'épistolier compare donc le bel aspect, c'est sa formule, le bel aspect d'Orléans à, je cite, l'aspect plus riant et plus agréable de Blois. Le terme aspect désigne au XVIIe siècle, je reprends la définition de Furetière, un objet éloigné qui frappe la vue. Je compare donc ces 2 paysages urbains qui se trouvent face à La Fontaine, celui d'Orléans et celui de Blois. Première citation tirée de la 2e lettre. D'ailleurs, Orléans, à le regarder de la Sologne, est d'un bel aspect. Comme la ville va en montant, on la découvre quasi tout entière. Le mail et les autres arbres qu'on a plantés en beaucoup d'endroits le long du rempart font qu'elle paraît à demi fermée de murailles vertes. Et à mon avis, cela lui sied bien. Voici la description, ou plutôt l'évocation qu'il propose de la ville de Blois. Blois est en pente comme Orléans, mais plus petit et plus ramassé. Les toits des maisons y sont disposés en beaucoup d'endroits de telle manière qu'ils ressemblent au degré d'un amphithéâtre. Cela me parut très beau et je crois que difficilement on pourrait trouver un aspect plus riant et plus agréable. Le château est à un bout de la ville, à l'autre bout, Sainte-Solène. Cette église paraît fort grande et n'est cachée d'aucune maison. Enfin, elle répond tout à fait au logis du prince. Chacun de ces bâtiments est situé sur une éminence dont la pente se vient joindre vers le milieu de la ville, de sorte qu'il s'en faut peu que Blois ne fasse un croissant dont Sainte-Solène et le château font les cornes. En délimitant et en découpant une portion du monde, l'œil du voyageur perçoit le paysage comme une configuration tout à fait remarquable du territoire, comme une composition structurée à partir d'un cadre et constituée de lignes et de courbes, de formes et de couleurs, de masses et de volumes, c'est-à-dire comme un tableau. Ainsi, La Fontaine s'inscrit-il dans le sillage d'une ancienne tradition qui remonte au moins à Pline, qui, dans une célèbre lettre, évoquait le paysage offert par la situation de sa villa toscane et assimilé, je cite,
à un amphithéâtre immense et tel que la nature le peut faire. Vous aurez, écrivait-il à son destinataire, le plus vif plaisir à apercevoir l'ensemble du pays depuis la montagne, car ce que vous en verrez ne vous en semblera pas une campagne, mais bien un tableau de paysage d'une grande beauté. Le paysage patiemment élaboré par les hommes au cours de l'histoire et rapidement perçu par le voyageur est donc doublé ou jouxté par celui qu'élabore la plume de l'épistolier. Le premier est susceptible de susciter le second est susceptible d'imiter le premier, de rivaliser avec ce modèle pour tâcher, sinon de le perfectionner, du moins de l'égaler. La Fontaine semble toujours moins intéressée par les bâtiments que par la vue que leur situation offre aux voyageurs, que l'on songe en particulier à la perspective du fer à cheval dans Psyché. Il manifeste une sensible attention à la morphologie de l'environnement, en particulier à la situation donc, et à l'exposition du lieu. Cette attention accordée à la topographie le conduit à souligner l'éminence des sites sur lesquels sont bâtis les cités et leurs édifices et qui offrent aux promeneurs et aux visiteurs des panoramas agréables. Depuis le pont d'Orléans, La Fontaine apprécie la vue, je cite, de la plus belle des rivières et remarque, je cite à nouveau, « l'horizon très beau de tous les côtés et borné comme il le doit être ». L'horizon n'est pas ici une ouverture sur l'infini qui entraînerait une perdition du sujet. L'horizon est ici une frontière lointaine où s'arrête le regard et où se sépare la terre du ciel. Ce n'est donc pas ici le sens extensif ou subjectif du terme horizon qui est mis en avant, mais bien le sens restrictif et objectif. Je reprends ici les distinctions déjà établies par Michel Collot dans sa thèse. Selon la position du voyageur, malgré tout, l'horizon peut s'élargir et s'approfondir. Arrivé au château d'Amboise, La Fontaine admire la vue dégagée que lui offre sa position éminente. Ce qu'il y a de beau, écrit-il alors, c'est la vue. Elle est grande, majestueuse, d'une étendue immense. L'œil ne trouve rien qui l'arrête. Point d'objet qui ne l'occupe le plus agréablement du monde. On s'imagine découvrir Tours, bien qu'il soit à 15 ou 20 lieues. Du reste, on a en aspect la côte la plus riante et la mieux diversifiée que j'ai encore vue, et au pied d'une prairie qu'arrose la Loire, car cette rivière passe à Amboise. En agrandissant l'horizon, la position éminente permet de faire reculer la ligne et de faire appel à l'imagination. On s'imagine découvrir Tours. Dans ces lignes, marquées par une sorte de perspective aérienne qui consiste à diminuer les teintes pour faire sentir l'éloignement, le travail de l'imagination semble relayer la perception visuelle. Le paysage, qui est alors autant le résultat de l'observation que de l'imagination, fait l'objet d'une telle transfiguration qu'il semble s'éloigner de la réalité pour accéder à un autre ordre. Le regard que La Fontaine porte sur le monde semble parfois rester à la surface des choses. Certes, le trait est souvent léger et délicat, mais sa vue, me semble-t-il, est de plus longue et de plus profonde portée. On connaît la lettre badine que Vincent Voiture adresse à la marquise de Rambouillet sur la maison du Valentin, près de Turin, sur les bords du Pô. Tallemant des Réaux rapporte que la destinataire, je cite, « faisait la guerre à Voiture de ce qu'il ne retenait jamais rien des beaux bâtiments qu'il voyait ». Mais l'anecdotier reconnaît plus loin que le célèbre épistolier, je cite à nouveau, « avait toujours vu des choses que les autres n'avaient point vues ». Cette remarque peut parfaitement s'appliquer à La Fontaine, qui, comme son devancier et son maître dans l'art épistolaire, considère la relation de voyage moins comme une occasion de découvrir le monde extérieur que comme une manière d'exprimer un génie personnel à partir d'une mémoire à la fois individuelle et collective. La Fontaine rapproche l'espace qu'il parcourt de lieux déjà fréquentés et bien connus que connaît probablement la destinataire. Quand il évoque la vallée de Cocatrix dans la deuxième lettre, il fait remarquer, je cite, que la montagne est toute pleine de rochers faits comme ceux de notre petit domaine. Quand il décrit la cité de Blois dans la troisième lettre, il la compare à celle d'Orléans qu'il a déjà présentée. Blois est en pente comme Orléans, mais plus petit et plus ramassé. Quand il évoque la cité de Richelieu dans la quatrième lettre, il prend soin de souligner, je cite, qu'il ne lui saurait mieux dépeindre tous ces logis de même parure que par la place royale. À cette mémoire facilement mobilisable, proche dans le temps et dans l'espace, il convient d'ajouter une autre mémoire qui implique une plongée dans les profondeurs de l'histoire. Le paysage n'est donc pas seulement situé dans l'espace, il est aussi et peut-être surtout
inscrit dans le temps. Dans la première lettre, il invite sa lectrice à se rappeler, je cite, « ce bois qui paraît dans l'enfoncement avec la noirceur d'une forêt âgée de 10 siècles », avant de reconnaître, un peu plus loin, qu'ils n'en sont pas si vieux, mais toujours peuvent-ils passer, ajoute-t-il, pour les plus anciens du village, et je ne crois pas qu'il en ait de plus vénérable sur la terre. Ainsi, le poète déplie et déploie les strates successives qui forment le paysage qu'il contemple. À Montlhéry, il remarque, je cite, « une forteresse que les Anglais, lorsqu'ils étaient maîtres de la France, avaient fait bâtir sur une colline assez élevée dont il ne reste plus qu'une tour fort haute, à l'intérieur de laquelle se trouvent 2 chambres où l'on voit des peintures anglaises, ce qui fait foi de l'Antiquité et de l'origine du lieu. » À Étampes, il relève, je cite, « quelques monuments de nos guerres, au style gothique, ces monuments pour marque de nos mouvements. » Il fait, dans l'un et l'autre cas, allusion à des faits historiques précis, dans un cas la guerre de Cent Ans et de l'autre, un événement plus récent, le siège d'Étampes. La mémoire, progressivement élaborée au cours des années précédentes, à partir de ces diverses lectures, constitue donc un filtre qui oriente la perception des sens et qui guide la composition de la lettre. Elle peut même constituer un écran. La statue de la Pucelle sur le pont d'Orléans déçoit le lecteur du roman d'Amadis de Gaulle et de l'épopée de Chaplin. Mais il convient de relever en retour le pouvoir d'évocation ou de suggestion du paysage qui sollicite et mobilise la mémoire du voyageur et du poète. Devant le spectacle désolant et déplorable que lui offre la cité d'Étampes, présentée, je cite, comme une suite de maisons sans toit, sans fenêtres, percées de tous les côtés, il n'y a rien de plus laid et de plus hideux, précise-t-il, il se rappelle les ruines de Troyes-la-Grande, évoquées par les anciens poètes. Depuis le pont d'Orléans, il observe les barques qui vont à voile et qui lui remettent en mémoire le port de Constantinople en petit, déjà décrit dans le roman d'Amadis de Gaulle auquel il fait allusion dans la première lettre. Au château d'Amboise, il relève la hauteur et la profondeur des 2 tours en citant un vers de Virgile. Dans ces 3 passages où l'épistolier fait un détour par la bibliothèque éventuellement partagée entre les 2 époux, on mesure que le paysage est toujours redevable à l'imagination de l'émotion qu'il suscite. L'émotion ne repose pas exclusivement sur des éléments visuels, ce qui l'émeut surtout, c'est ce que l'on ne peut immédiatement percevoir. C'est dire que La Fontaine n'invente pas le paysage dont il est spectateur. Le paysage n'est pas découvert, mais reconnu, c'est-à-dire identifié, à partir de modèles de représentation qui constituent des filtres de médiation. La reconnaissance d'un paysage supposerait donc l'existence de ce que Marc Fumaroli a appelé un arrière-pays intérieur. Le voyageur qui fait ici l'épreuve d'un dépaysement provisoire revient par l'imagination à son territoire personnel et imaginaire, son foyer. Rappelons qu'à l'ouverture de la correspondance, La Fontaine reconnaît qu'il est, je cite, « honteux d'avoir tant vécu sans rien voir ». Mais il précise, juste après, que, je cite, « la fantaisie de voyager lui était entrée quelque temps auparavant dans l'esprit, comme s'il eût eu des pressentiments de l'ordre du roi ». En renversant la contrainte de l'exil à laquelle doit se soumettre son oncle Jeannard en une circonstance providentielle qui lui permet d'accomplir un projet déjà esquissé, l'épistolier n'a-t-il pas déjà lui-même conscience de tout le profit qu'il peut tirer de cette expérience? Quelques mots pour conclure. Comme les personnages rapidement rencontrés sont pourvoyeurs de récits qu'ils rapportent ou inspirent et dont l'épistolier fait son miel pour l'agrément de sa ou ses destinataires, les paysages furtivement esquissés sont pourvoyeurs d'images qu'ils détiennent ou rappellent et qui mobilisent une mémoire à la fois immédiate et ancienne. Aussi convient-il de retenir la tension dynamique qui articule paysage et poésie. D'un côté, le paysage prédispose le poète à l'écriture en le conduisant aux portes de son atelier. De l'autre, la poésie transfigure ce champ de sensations et de sentiments, d'images diverses et suggestives, en un lieu de mémoire. On le voit bien, la relation de voyage contribue sinon à effacer, du moins à réduire, la distinction établie par La Fontaine au début de la correspondance entre histoire et roman, une distinction qu'il reprend d'ailleurs dans la préface de Psyché. La plume de l'épistolier, qui combine habilement l'attention à la distraction, l'évocation à la méditation, laisse
deviner le vagabondage d'un corps et d'un esprit qui se dégage ou se détourne des contraintes sociales, plus ou moins imposées par la compagnie, pour écouter les voix de la nature et contempler les merveilles du monde. En quoi cette modeste correspondance semble prendre la forme d'une douce rêverie telle qu'elle est définie par Madeleine de Scudéry dans un très célèbre passage de la Clélie que Jean Rousset et Arnaud Tripet considèrent d'ailleurs comme une préfiguration de la rêverie rousseauiste. Je citerai ce passage pour terminer. Pour rêver doucement, il faut laisser errer son esprit et le laisser râler sur sa foi. Il faut être seul, il faut être au champ. Il faut avoir quelque chose dans l'âme qui ne déplaise pas. Il faut être d'un tempérament un peu mélancolique. Il faut vouloir ne penser à rien et penser pourtant à quelque chose. Ou vouloir penser à quelque chose et ne penser pourtant à rien. Il faut être capable d'un certain endormissement des sens qui fasse qu'on croit presque songer les choses à quoi l'on pense. Et il faut enfin que l'usage de la raison soit suspendu jusqu'au point où l'on est. Il faut, dis-je, qu'on n'entende que confusément le chant des oiseaux ou le bruit des fontaines, et que les yeux même ne voient pas distinctement la diversité des objets. Je vous remercie.